Les bougies sur la table en verre vacillaient. Toute ma famille était là. Leurs visages étaient heureux et illuminés par la douce lumière. Ma mère leva son verre. Ses yeux brillaient, mais il ne regardait que ma sœur, Chloé. Nous avons une merveilleuse annonce, dit-elle, la voix forte et fière. Ton père et moi offrons à Chloé 80 000 $ pour ses études à Paris. La pièce explosa de joie. Tout le monde applaudit, riait, s'exclamait. Mon père rayonnait. Il racontait à quel point il était fier d'elle. Moi, je restais assise, silencieuse, invisible. J'attendis que le vacarme retombe. Ma voix fut faible, mais la question pesait lourd. Et moi? Ma mère ne tourna même pas la tête. Elle fit un geste de la main, comme pour chasser une mouche. Tu ne mérites aucune aide. Les mots me frappèrent, tranchants et glacials. Les applaudissements reprirent, mais je ne les entendais plus. Ce soir-là, j'ai cessé d'être leur fille. Ce soir-là, j'ai arrêté de vouloir qu'ils me voient. Ce soir-là, j'ai commencé à planifier ma fuite. Avant de continuer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour me dire d'où vous nous regardez. J'ai grandi à Seattle. La pluie était une musique de fond, un bruit constant de mon enfance. Notre maison était belle, grande, dans un bon quartier, avec de larges fenêtres et une cuisine moderne et immaculée. Mais pour moi, elle avait toujours quelque chose de froid. Ou peut-être étais-je celle qui était froide. Dans la maison des Brooks, il y avait 2 enfants, ma sœur Chloé et moi. Mais en réalité, tout tournait autour d'elle. C'était comme si elle était le soleil, et moi, une petite planète lointaine. Mes parents, mes tantes, mes oncles tous gravitaient autour d'elle. Ma mère mesurait l'amour et les éloges, et elle les offrait à Chloé sans compter. Quand Chloé avait 5 ans, elle avait dessiné une maison, les lignes étaient tordues, les couleurs complètement fausses. Ma mère avait encadré le dessin et l'avait accroché dans le couloir. C'est une vraie artiste, disait-elle fièrement à ses amis en montrant le dessin. Quand j'avais 7 ans, j'avais fabriqué un petit moteur pour la foire scientifique, avec des aimants, une pile et un fil de cuivre. Il tournait vraiment. Je l'avais montré à ma mère. C'est bien, ma chérie, dit-elle sans lever les yeux de son magazine. Assure-toi juste de ranger ton désordre. J'ai laissé le moteur sur la table. Il est resté là une semaine. Puis elle l'a jeté à la poubelle. Mon père, lui, était différent. Il mesurait l'amour en fonction du rendement. Il se fichait de l'art ou des passe-temps, il voulait des victoires. Pour lui, ses enfants étaient des investissements, et Chloé était le meilleur d'entre eux. Tu dois construire ton CV, lui répétait-il sans cesse. Que as-tu accompli aujourd'hui? Chloé apprenait à réussir. Elle s'est présentée à l'élection du président de classe et elle a gagné. Mon père l'a emmenée dîner dans un steakhouse. Je n'étais pas invitée. Plus tard, elle a rejoint le journal de l'école et en est devenue la rédactrice en chef. Ma mère ne cessait de vanter sa future journaliste. Moi, j'étais silencieuse. J'aimais les mathématiques. J'aimais la clarté simple et honnête des chiffres. Une équation était juste ou fausse. Elle n'avait pas besoin d'éloges, ni de récompenses. Elle était simplement. Cela échappait totalement à mes parents. À quoi ça sert, les maths? M'a demandé un soir mon père à table. J'étais au collège. Parce que j'aime ça, ai-je répondu. Je veux rejoindre le club de maths. Il poussa un soupir et regarda ma mère. Un club de maths? Quel retour sur investissement? Il y a un prix? Un trophée? Je trouve juste ça amusant, ai-je murmuré. Chloé a éclaté de rire. Quel intello! Chloé, sois gentille, dit ma mère, mais elle souriait. Au moins, ton club de débat, ça rend bien sur une candidature à l'université. Ça montre du leadership. C'était le mot qu'ils employaient toujours pour Chloé, leader. Quand elle a rejoint l'équipe de débat au lycée, ma mère l'a appelée une meneuse. Mon père disait une future avocate. Il assistait à toutes ces compétitions, assis au premier rang, applaudissant jusqu'à en avoir les mains rouges. Quand moi, en seconde, j'ai rejoint le club de robotique, nous n'étions qu'un petit groupe.
Nous travaillions dans l'ancien atelier de menuiserie de l'école. Nous passions nos week-ends à apprendre à coder. Nous construisions un robot pour une compétition d'État. J'ai essayé de leur en parler. Je construis un robot, ai-je dit un soir. C'est pour une compétition. Ma mère ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. C'est un passe-temps. Un passe-temps agréable. Mais tu as de la graisse sur ta chemise. Ce n'est pas très propre. Mon père secoua la tête. Les robots, c'est un jouet. Chloé apprend à diriger une salle, toi, tu apprends à jouer avec des jouets. Ce n'est pas un jouet, ai-je répondu. C'est du code. C'est de l'ingénierie. C'est un passe-temps, dit ma mère en refermant son ordinateur. Sa voix était ferme. Et c'est une perte de temps. Ta sœur s'entraîne pour les finales d'État. Ça, c'est important. J'ai compris très tôt que le silence valait mieux que la déception. J'ai appris à être invisible. Je restais dans ma chambre à lire. À écrire du code sur mon vieil ordinateur bon marché. J'ai appris à me déplacer doucement dans la maison. J'étais un fantôme chez moi. Parfois, j'essayais encore. J'obtenais une bonne note. Je rentrais avec un bulletin rempli de A. Je me souviens d'un jour où j'ai eu 100 sur mon test de calcul différentiel. J'étais la seule. J'étais si fière. Je suis entrée dans la cuisine. Ma mère était au téléphone. J'ai eu 100, ai-je dit en lui montrant la feuille. Elle leva un doigt pour me dire d'attendre. Elle parlait à ma tante. Oui, la rédaction de Chloé sur Gatsby le Magnifique était tout simplement brillante. Son professeur veut la publier dans le magazine littéraire de l'école. Nous pensons qu'elle est une écrivaine née. Je suis restée debout là, 5 minutes. Elle ne m'a plus regardée. J'ai posé ma feuille sur le comptoir et je suis allée dans ma chambre. Le lendemain, j'ai retrouvé le test dans la poubelle de recyclage. Les éloges étaient pour Chloé. Les investissements étaient pour Chloé. Et pour moi? Le silence. La pluie contre ma fenêtre. Le bourdonnement de mon ordinateur. J'ai appris à ne plus demander. J'ai appris à ne plus espérer. Ça faisait moins mal. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Que je n'avais pas besoin d'eux. Je m'asseyais à table. Chloé parlait de sa journée, ses amis, ses professeurs, ses débats, ses victoires. Mes parents buvaient ses paroles. Ils lui posaient des questions, riaient à ses histoires. Puis venait un court silence. Et toi? Demandait parfois ma mère en se tournant vers moi. Tu as fait quelque chose aujourd'hui? Je regardais mon assiette. J'ai eu un test de physique. HM, disait-elle, avant d'enchaîner. Chloé, as-tu trouvé cette nouvelle robe pour le bal? Et la conversation reprenait. J'avais eu mes 2 secondes. J'étais rayée de la liste. Je ne le savais pas encore, mais ils étaient en train de m'enseigner quelque chose de très important. Ils m'apprenaient à être seule. Ils m'apprenaient à construire mon propre monde, un monde où je n'avais pas besoin de leur approbation ni de leur argent. Un monde où je pouvais exister sans leur permission. C'était une leçon dure, une leçon froide. Mais je l'apprenais très bien. J'étais l'enfant oublié. La silencieuse. Le passe-temps. La perte de temps. Celle qu'on ne voyait pas. Et un jour, il regretterait de ne pas l'avoir vue. Quand j'ai eu 16 ans, je devais prendre le bus pour aller partout. Chloé avait aussi 16 ans. Mes parents lui ont offert une voiture pour son anniversaire, une petite Toyota neuve, sûre, parfaite pour une jeune meneuse. Mon père avait dit, elle doit apprendre à être indépendante. Quand j'ai eu 16 ans, mes parents m'ont offert un abonnement de bus. C'est pratique, avait dit ma mère. Ça forge le caractère. Alors, je prenais le bus. Dans les matins sombres et froids de Seattle. Dans les après-midi pluvieux et gris. Et les bus étaient toujours en retard. Je restais là, au bord de la route, avec mon sac à dos trempé. La pluie traversait mon manteau. Je regardais les autres élèves se faire déposer par leurs parents ou partir dans leur voiture. Je me sentais petite. Petite et mouillée. Je n'étais pas seulement froide. J'étais en colère. Une petite colère, silencieuse, contenue.
Le système de bus était un problème. L'horaire affiché sur le papier était un mensonge. Les bus arrivaient quand ils le voulaient. C'était un problème de données et les problèmes de données, ça, je savais les résoudre. Je suis rentré chez moi. J'ai fermé la porte de ma chambre. J'ai ouvert mon vieil ordinateur. J'ai commencé à coder. J'ai appris seul de nouveaux langages de programmation. J'ai trouvé des flux de données publiques de la ville. J'ai travaillé chaque nuit. Chloé sortait avec ses amis. Mes parents accompagnaient Chloé à ses débats. J'étais seule dans la maison. Seule avec le cliquetis régulier du clavier. Ce n'était pas un passe-temps. Ce n'était pas un jouet. C'était du travail. J'y ai passé des mois. Je dînais à mon bureau. Je m'endormais parfois sur mon clavier. Ma mère frappait à la porte de temps en temps. « Tu es encore là-dedans ?» demandait-elle, agacée. « Tu es antisocial. Ta sœur reçoit des amis. Tu devrais venir. » « Je suis occupée, répondais-je. « Tu es toujours occupée avec cet ordinateur stupide. C'est une perte de temps. » Je l'ignorais. Ces mots ne me blessaient plus. Ce n'était plus que du bruit. Le code, lui, était réel. Au bout de 3 mois, c'était terminé. Ce n'était pas une belle application, mais elle fonctionnait. Elle suivait en temps réel chaque bus scolaire du district. Elle montrait sur une carte où se trouvait exactement le bus, et indiquait à la minute près quand il arriverait à ton arrêt. J'en ai parlé à quelques camarades du club de robotique. Et c'est ça, leur ai-je dit. Ça pourrait t'aider. Ils l'ont utilisé. Le lendemain, ils en ont parlé à leurs amis. En 2 semaines, la moitié de l'école utilisait mon application. Les élèves n'attendaient plus sous la pluie. Ils sortaient de chez eux juste à temps. Ils avaient moins froid. Ils étaient moins frustrés. J'avais résolu le problème. Puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. Le directeur de l'école m'a convoqué dans son bureau. Je pensais que j'avais des ennuis. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il en me montrant son téléphone. « Oui, ai-je répondu. » Il sourit. « C'est incroyable. » Il appela le journal local. Une journaliste vint à l'école. Elle m'interviewa. C'était la première adulte, en dehors de mes professeurs, qui me regardait comme si j'étais quelqu'un d'intelligent. Elle me posa des questions sur le code, sur la façon dont j'avais procédé. J'ai juste vu un problème, lui ai-je dit, et j'ai construit une solution. La semaine suivante, l'article est paru. En première page de la section locale. Une génie de 16 ans résout les problèmes de bus de la ville. La journaliste m'avait appelé génie. Le journal qualifiait mon application d'ingénieuse. Je suis sortie sous la pluie pour aller au kiosque. J'ai acheté 5 exemplaires. Je suis rentrée en courant, le cœur battant. Je n'avais pas froid. Je me sentais chaude, légère, vivante. Je suis entrée dans la cuisine. Ma mère, mon père et Chloé prenaient le petit déjeuner. J'ai posé le journal sur la table, juste devant ma mère. Je suis dans le journal, ai-je dit, la voix un peu tremblante. Ma mère lut le titre. Elle parcourut les premières lignes. Chloé se pencha par-dessus son épaule. Génie, lut-elle, avant de ricaner. C'est juste une appli de bus. Trop nul. Ma mère repoussa le journal vers moi. Elle but une gorgée de café. Une perte de temps, dit-elle simplement. Je restai figée. Tu l'as lu ? Ai-je demandé. Ils disent que c'est ingénieux. Ça aide des centaines d'élèves. C'est une distraction, répondit-elle, la voix plate et glaciale. Chloé posait sa candidature pour une bourse d'État en art oratoire. C'était important. Cela allait bâtir son avenir, disait-il. Cette application, par contre, n'était qu'un jeu. Tu n'as même pas été payé pour ça, dit ma mère. Mon père acquiesça, sans même lire l'article. Tu as été payé ? demanda-t-il. Non, répondis-je. Je l'ai mise en ligne gratuitement, pour aider les gens. Alors c'était une perte de temps, trancha-t-il. Tu as travaillé des mois pour rien. Ce n'est pas intelligent.
Mauvais rendement. Les trophées de débat de Chloé valent bien plus que ça. Je les regardais. Ils n'avaient pas changé. Je leur avais apporté une preuve, un article de journal qui me qualifiait de génie, et pourtant, ils ne voyaient toujours rien. Ils voyaient une perte de temps, un mauvais investissement, un passe-temps inutile. J'ai ramassé le journal. Je n'ai rien dit. J'ai marché jusqu'à ma chambre. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. J'étais vide. Je savais, à cet instant précis, que je ne recevrais jamais ce que je cherchais chez eux. Le vide en moi, celui qui réclamait leur reconnaissance, s'est refermé. Il s'est transformé en glace. J'ai pris l'article. Je suis allé dans une boutique d'occasion. J'y ai acheté un cadre noir, simple, pour $1. Je suis rentré chez moi et je l'ai accroché au mur de ma chambre. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas un trophée. C'était une preuve. La preuve que j'existais. Mes parents ne me voyaient pas. Ma sœur se moquait de moi. Mais cet article, ce cadre noir, et l'application qui aidait des centaines d'élèves, ils étaient réels. Et moi aussi, j'étais réel. C'était l'étincelle. La première pièce d'armure que je m'étais forgée. Ils pouvaient continuer à m'appeler perte de temps. Ils pouvaient dire passe-temps inutile. Mais le journal, lui, m'avait appelée ingénieuse. Et ce jour-là, j'ai décidé de croire le journal. Le dîner de la fin fut mon point de rupture. Mais la cassure, elle, s'était formée depuis des années, une fissure lente, s'élargissant un peu plus chaque jour, jusqu'à cette nuit où tout a fini par éclater. J'avais 18 ans. Je venais d'obtenir mon diplôme du lycée. Je ne suis pas allée à la cérémonie. Mes parents ne l'ont même pas remarqué. J'avais été acceptée à l'université de Washington, en informatique, un excellent programme. J'avais même reçu une petite bourse au mérite. Mais ce n'était pas suffisant. Elle couvrait les livres, pas les frais de scolarité. J'avais besoin d'aide. Et j'allais la leur demander. J'ai répété les mots, j'ai besoin d'aide pour payer mes études. C'est une université publique. C'est un bon investissement. Je vous rembourserai. J'avais mal au ventre. Je détestais leur demander quoi que ce soit, mais je n'avais pas le choix. Puis, ma mère annonça que nous allions dîner pour célébrer une grande nouvelle. Une petite partie de moi, stupide et naïve, sentit une lueur d'espoir. Peut-être savait-il pour mon admission. Peut-être était-il fier. Nous sommes allés dans un restaurant chic du centre-ville, nappe blanche, chandelle, verre à pied. Le genre d'endroit où nous n'allions que pour célébrer les victoires de Chloé. L'espoir s'éteignit. Ce dîner n'était pas pour moi. Nous étions assis autour de la table en verre. Les bougies vacillaient. Mon père commanda une bouteille de vin cher. Nous avons une merveilleuse annonce, dit ma mère, la voix claire, pleine de fierté. Elle leva son verre. Elle regardait droit vers Chloé. Ton père et moi sommes si fiers de toi, Chloé. Tu as été acceptée dans une école d'art privée à Paris. Mon cœur se serra. Paris. Et pour soutenir son rêve, poursuivit ma mère, nous lui offrons $80 000 pour ses études. Le nombre flotta dans l'air. $80 000. Ma tante et mon oncle, assis à côté, poussèrent un cri d'admiration avant d'applaudir. Oh, Chloé à Paris! Quelle merveille! Chloé pleura de joie. Oh, maman, papa, merci. Je ne vous décevrai pas. Mon père rayonnait. Nous le savons, ma chérie. Tu es une vraie brox. Tu vas briller. $80 000. Je pensais à mes $12 000 de frais universitaires par an. Je pensais aux $5 000 que je n'osais pas leur demander. Je restais là, immobile, invisible. La nourriture dans mon assiette avait le goût de cendre. Ils célébraient tous, riant, parlant de l'art à Paris, des appartements qu'ils iraient visiter. J'ai attendu. J'ai attendu qu'un silence tombe entre deux éclats de voix. Il est enfin venu. Ma voix était douce, mais ma question résonnait fort. Et moi? La table s'est. Ma mère a tourné la tête vers moi, agacée, comme si j'avais interrompu une belle mélodie. Et toi? A-t-elle demandé.
J'ai été acceptée à l'université de Washington, ai-je dit. En informatique. J'ai une bourse, mais j'ai besoin d'un peu d'aide pour les frais de scolarité. Ma mère a agité la main d'un geste las, me chassant comme une mouche. Tu ne mérites aucune aide. Ces mots étaient simples, nets, presque tranquilles. Elle les a dit comme une évidence, comme on dirait, le ciel est bleu. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste un froid constat. J'ai regardé mon père. C'était censé être l'homme des rendements, des retours sur investissement. Et là, le retour était évident, un diplôme en informatique, une voix sûre, stable. Papa? Il s'est penché, a posé son verre de vin, et m'a regardé avec des yeux glacés. Ce n'était plus mon père. C'était un banquier. Nous investissons là où nous voyons un retour, a-t-il dit calmement. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Un diplôme en informatique, c'est une garantie. J'aurai un bon emploi. Mon père a presque souri. Chloé est notre retour. Elle est brillante, sociable. Elle rencontrera des gens importants à Paris. Elle fera un bon mariage. Elle représente cette famille. Ton codage, c'est un investissement à faible rendement. C'est une compétence de bureau. Tu peux faire un prêt pour ça. Nous investissons dans l'image de la famille. Chloé est cette image. Alors je n'ai rien, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Tu auras ce que tu mérites, a dit ma mère. Chloé mérite cela. Elle a gagné des prix. Elle est une meneuse. Et toi, qu'as-tu fait? Tu te caches dans ta chambre à jouer avec ton ordinateur. J'ai créé une application, ai-je soufflé. Elle est passée dans le journal. Chloé a éclaté de rire. Oh mon Dieu! Tu parles encore de cette stupide appli de bus? C'était au lycée, grandis un peu. J'ai regardé leurs trois visages, ma mère, agacée, mon père, glacial, ma sœur, hilar. Et j'ai enfin compris. Je n'étais pas leur fille. J'étais un mauvais investissement. Une étrange paix m'a envahi. Ce n'était pas de la tristesse. C'était du calme. Le combat était terminé. J'avais perdu, mais en perdant, j'étais libre. J'ai souri. Pas un sourire heureux, ni poli, un sourire lucide, celui de quelqu'un qui voit enfin la vérité. Vous avez raison, ai-je dit. Ma mère a cligné des yeux, surprise. Je me suis levée. J'ai posé ma serviette sur la table. Où vas-tu? S'est-elle exclamée. Assieds-toi. Tu fais une scène. Je ne fais que partir, ai-je répondu. Je me suis tournée et j'ai marché entre les tables sans me retourner. J'ai quitté le restaurant. L'air froid de Seattle m'a frappé le visage. Il était pur. Je suis allée à l'arrêt de bus. J'ai ouvert mon application, le bus arrivait dans 3 minutes. De retour à la maison, il n'y avait personne. Le silence régnait. Ils étaient encore au dîner, célébrant leur bon investissement. Je suis allée dans ma chambre. J'ai pris mon sac à dos. J'y ai mis des vêtements, mon ordinateur portable, et l'article encadré. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts. J'ai trouvé maman. J'ai regardé le nom un instant. Puis j'ai appuyé sur supprimer le contact. Une petite fenêtre s'est ouverte, êtes-vous sûr? J'ai appuyé sur oui. J'ai fait la même chose avec papa. Puis Chloé. Puis ma tante, mon oncle, tous ceux assis à cette table. Mes mains ne tremblaient pas. Aucune larme. Aucun grand moment dramatique. Juste le silence. Un silence pur, absolu. Le silence d'une machine éteinte. Le silence d'un lien coupé. J'avais 18 ans. Un sac à dos, un vieil ordinateur, un article encadré, et environ $200 économisés. J'ai franchi la porte d'entrée. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai refermée doucement derrière moi. Je ne suis jamais retournée là-bas. Je n'avais pas de plan. J'avais seulement une faim. J'ai pris le bus pour Capitol Hill. Je savais que le quartier était rempli d'étudiants et de jeunes. J'ai trouvé un immeuble avec une pancarte à louer. L'appartement n'en était pas vraiment un, c'était une boîte.
Le propriétaire l'appelait un micro-appartement. Une seule petite pièce. Un lit pliant contre le mur, un petit bureau, et une minuscule cuisine composée d'une plaque chauffante et d'un mini-frigo. La seule fenêtre donnait directement sur un mur de briques. Le loyer est de $600 par mois, a dit le propriétaire. Premier et dernier mois à l'avance. J'avais $200. Je peux vous donner 200 maintenant, ai-je dit. Et je trouverai un travail demain. Je vous paierai le reste dans une semaine. Il m'a regardé longuement. J'avais 18 ans, un seul sac à dos, et sûrement l'air désespéré. Une semaine, a-t-il dit. C'était parfait. C'était la plus belle chambre que j'ai jamais vue. Parce qu'elle était à moi. La première nuit, j'ai dormi 10 heures d'affilée. Les bruits de la ville, les sirènes, les voix, la musique du bar d'en bas formaient une berceuse. C'était le son de la vie. Tellement mieux que le silence froid et plein de colère de la maison de mes parents. Le lendemain, je me suis réveillée à 5 heures. J'ai marché dans la rue encore sombre. Le premier café que j'ai vu, je suis entrée. Vous embauchez ? Ai-je demandé. La gérante, une femme fatiguée nommée Maria, m'a dévisagée. Tu sais utiliser une machine à expresso ? Non, ai-je répondu. Mais je peux apprendre en 10 minutes. Je travaille dur. Je ne suis jamais en retard. Elle m'a observé un instant. Sois ici demain à 4 heures du matin. Période d'essai. Merci, ai-je dit. C'est ainsi que tout a commencé. Ma vie est devenue une boucle simple et claire. Je travaillais le jour au café. Je me levais à 3h30. Je marchais dans le noir. Je préparais des cafés, nettoyais les tables, souriais aux clients. Bonne journée, disais-je à chacun. Maria était une bonne patronne. Pas gentille, mais juste. Si je travaillais dur, elle me donnait des heures supplémentaires. Si j'étais rapide, elle me laissait garder tous les pourboires. Mes mains me faisaient mal. Mes pieds aussi. Je sentais toujours le café brûler. Et j'adorais ça. Chaque dollar, chaque centime, allait dans un tableau Excel. Le soir, je ne me reposais pas. Je retournais dans ma petite boîte, et je codais à la lumière de ma lampe, comme si ma vie suivait un plan invisible. Je ne pouvais pas encore me permettre l'université de Washington. Alors je me suis inscrite à des cours en ligne au Seattle Central College. Un cours à la fois. Structure de données, algorithmes avancés, gestion de bases de données. Ma vie s'est divisée en deux, jour café, pourboire, économie, nuit code, données, système. Je mangeais du riz et des haricots. J'achetais mes vêtements d'occasion. Je ne sortais pas. Je n'avais pas d'amis. J'avais une mission. Ma famille m'avait appris que l'amour était conditionnel, qu'il fallait le mériter, et que j'avais échoué à cette transaction. Alors j'ai construit une nouvelle vie, fondée sur de nouvelles règles. Ma nouvelle religion, c'était le contrôle. Mon ancienne vie était chaos. Dans l'ancienne, mes parents décidaient de ma valeur. Dans la nouvelle, c'était moi. Ma sœur avait décidé de ma valeur. Ils pouvaient m'enlever $80 000. Ils pouvaient m'enlever leur amour. Dans ma nouvelle vie, j'avais le contrôle total. J'ai établi un budget, $30 par semaine pour la nourriture, 6 cents pour le loyer, 2 cents pour les études. Chaque autre dollar allait sur un compte d'épargne. Je regardais le chiffre grandir, 1000, 3000, 5000. Ce chiffre, c'était ma sécurité. Ce chiffre, c'était mon pouvoir. C'était ma mère et mon père à la fois, ils ne me diraient jamais que je ne méritais pas d'aide. Ma nouvelle langue, c'était la donnée. Les données étaient propres. 1 était 1. 0 était 0. Les données ne mentaient pas. Elles n'avaient pas de préférence. Elles se moquaient de savoir si j'étais une leader ou si j'avais un joli passe-temps. Elles existaient, simplement. Et je leur faisais confiance. Pas aux gens. J'ai posé mon article de journal encadré sur mon petit bureau. C'était la seule décoration de ma chambre. Quand j'étais fatiguée, quand mes yeux brûlaient d'avoir trop fixé l'écran, je le regardais. Ingénieuse. Je n'étais pas une fille.
Je n'étais pas une sœur. Je n'étais pas un mauvais investissement. J'étais une bâtisseuse. Ma famille avait laissé en moi d'immenses trous, le trou où le soutien aurait dû être, le trou où la fierté aurait dû être, le trou où l'amour aurait dû être. Je les regardais sans peur. Je me disais, quand les gens laissent des trous, construis des systèmes pour les combler. Alors, j'ai construit. J'ai construit un système pour mon argent. J'ai construit un système pour mes études. J'ai construit un système pour mon temps. Chaque heure de ma journée était notée, 6 heures de sommeil, 8 heures au café, 6 heures d'études, 4 heures de code sur mes projets personnels. J'étais en train de construire une nouvelle personne. Cette nouvelle personne était forte. Elle n'était pas une victime. Elle était faite de code, de café et de pur contrôle froid. J'ai passé mes 19 ans seule. J'ai travaillé une double journée au café. J'ai fait de bons pourboires. Sur le chemin du retour, j'ai acheté un petit cupcake. Je l'ai mangé en finissant un projet sur les algorithmes logistiques. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas seule. J'étais concentrée. Je me reconstruisais. Et je le faisais entièrement seule. Je suis restée dans ce petit appartement boîte pendant 5 ans. Ma vie était une machine. Le matin, je travaillais au café. L'après-midi, je suivais mes cours en ligne. Le soir, je codais mes projets. J'ai terminé ma licence en informatique. J'ai payé chaque cours en liquide. J'ai économisé 30 000 $. J'avais 23 ans. J'étais en sécurité. J'avais mes systèmes, mais je n'étais pas encore arrivée. J'ai quitté le café. Maria, ma patronne, m'a prise dans ses bras. C'était la première étreinte que je recevais depuis 5 ans. C'était étrange. Tu étais ma meilleure employée, m'a-t-elle dit. Ne reviens jamais. J'ai souri. J'ai promis que non. J'ai commencé à postuler. Pas pour des postes de développeuse junior. Pas pour des emplois de bureau, comme disait mon père. Je cherchais quelque chose de petit, de neuf. Un endroit où mon travail aurait du sens. J'ai trouvé une petite start-up de logistique, Wayfinder Lab. 2 jeunes types dans un minuscule bureau loué d'un vieil immeuble en briques. Un seul client, beaucoup d'idées. Je leur ai envoyé un email sans CV, juste un lien vers l'un de mes projets. 10 minutes plus tard, une réponse, « Tu peux venir maintenant ?» Je suis allée. Le bureau était un chaos. Des tableaux blancs sur tous les murs, couverts de schémas et de marqueurs rouges. Des tasses de café partout. L'un des fondateurs, Nathan Reed, m'a accueilli. Il devait avoir 25 ans, les yeux vifs et fatigués, comme s'il n'avait pas dormi depuis une semaine. « C'est toi qui as envoyé le code, » dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui », ai-je répondu. « Je suis Nathan », dit-il sans me serrer la main. Il a simplement pointé un ordinateur. « On a un problème. Un client a une flotte de 500 camions de livraison. Ils consomment trop de carburant. Leurs itinéraires sont un désastre. On leur a promis qu'on pouvait arranger ça. On ne peut pas. » D'accord, ai-je dit. Réglons-le. Il m'a installé à un bureau et m'a donné leurs données. J'ai regardé leur code. Il était maladroit. Inefficace. Tout cela est faux, dis-je. Nathan but une gorgée de son café sans broncher. Je sais. Montre-moi. Je n'utilisais pas leur code. Je repartis de zéro. J'ouvris un nouveau fichier et je commençai à construire. Je travaillais pendant 3 heures sans prononcer un mot. Le seul son dans la pièce était celui de mon clavier, clic, clic, clic. C'était le seul bruit en lequel j'avais confiance. Au bout de 3 heures, j'avais un prototype. Un algorithme simple, clair, élégant. Fais passer tes données à travers ça, dis-je. Nathan lança la simulation. Il fixa l'écran. Il la relança une 2e fois, puis une 3e. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu viens d'économiser 30% pour le client, dit-il. 32%, corrigeai-je. Et ce n'est pas encore assez rapide. On peut faire mieux. Qui es-tu, demanda-t-il. Je suis une travailleuse acharnée, répondis-je. Non, ça,
Il désigna l'écran, ce n'est pas du travail acharné. C'est du génie. Où as-tu appris à faire ça? J'hésitais. Je ne montrais presque jamais mon vrai travail. Mon travail personnel. C'était trop intime, la seule partie de moi qui était authentique. Je travaille sur un projet, dis-je. Un passe-temps. Le mot avait un goût amer. Le mot de ma mère. Une perte de temps. Montre-moi, dit-il. Mon cœur battait fort. C'était un risque. Faire confiance aux gens était toujours un risque. J'ouvris mon ordinateur portable et je lui montrai. Ce n'était plus une simple application de suivi de bus. J'y avais travaillé pendant 5 ans. C'était devenu un moteur complet d'optimisation prédictive de trajet. Il ne se contentait pas de trouver le chemin le plus court, il apprenait, prédisait le trafic, calculait le coût du carburant, optimisait les livraisons propres. C'était ce que j'avais construit seul, dans le noir, en servant des cafés. Nathan resta silencieux longtemps. Il ne toucha pas à son clavier. Il regarda simplement mon écran, le code, les données. Puis il me regarda. Un passe-temps, dit-il d'une voix basse. Tu as fait ça comme un passe-temps? J'aime simplement résoudre des problèmes, répondis-je. Il se leva, s'approcha du tableau blanc et effaça tout ce qui s'y trouvait. Ça, dit-il en pointant mon ordinateur, ce n'est pas un projet. C'est toute une entreprise. Je ne comprends pas, dis-je. Je ne veux pas t'embaucher comme développeuse. Le poste serait trop petit pour toi. Je veux ça. Je veux construire toute la société autour de cet algorithme, autour de toi. Je restais immobile. Mes parents m'avaient toujours dit que j'étais un mauvais investissement. Et voilà qu'un homme que je connaissais depuis 3 heures me disait que j'étais l'entreprise tout entière. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je d'une voix glaciale. Je n'étais plus une fille. J'étais une bâtisseuse. Cela veut dire que je veux que tu sois ma partenaire, dit-il. Fais en ton projet principal. On va vendre ça. On va révolutionner la logistique. Je pensais à mon père, on investit là où on voit des retours. Je pensais à ma mère, tu ne mérites pas d'aide. Je regardais Nathan. Je ne veux pas de salaire, dis-je. Bien, répondit-il. On n'a pas d'argent. Je veux des parts. 40%. Et le titre de directrice technique. J'aurai le contrôle total du code. Tu t'occuperas du business. C'est le marché. Nathan me fixa. Il était un homme d'affaires. J'étais une fille sortie de nulle part. Il sourit. Je t'en donne 45%. On se serra la main. C'était la première vraie transaction que je remportais. 6 mois plus tard, mon nom était sur la porte. J'étais directrice technique et cofondatrice de Wayfinder Lab. J'avais quitté ma petite boîte. J'avais trouvé un appartement un peu plus grand, un peu plus lumineux. Je vivais encore simplement. Je travaillais encore 18 heures par jour, mais je ne servais plus de café. Je construisais un empire. L'algorithme né sur mon vieil ordinateur portable, dans une chambre où ma mère m'avait dit que je perdais mon temps, devint notre seul produit. Nous le vendîmes comme un système de livraison propre. Il devint un modèle national. Les entreprises se pressaient. Nous eûmes du capital risque. Nous grandîmes. Mon passe-temps gérait désormais les flottes de livraison des plus grandes sociétés d'Amérique. J'avais 25 ans. J'étais millionnaire sur le papier. Je n'avais jamais reparlé à ma famille. Je n'avais pas entendu leur voix depuis 7 ans. Ils ne me manquaient pas. J'étais trop occupé à travailler. Le succès, pour moi, n'était pas une fête bruyante, ni une voiture neuve, ni une célébration. C'était le bourdonnement discret d'un serveur, la pureté des données sur un écran, le chiffre qui montait lentement sur mon compte en banque. Wayfinder Lab devint un immense succès. Nathan en était le visage. Il était doué avec les gens, faisait les interviews. Moi, j'étais l'architecte. Je restais dans l'ombre, là où le travail véritable se faisait. J'avais bâti les systèmes. J'avais 27 ans. Notre entreprise valait désormais 9 chiffres. Mon argent virtuel était devenu réel.
Je vendis une toute petite part de mes actions. Le chiffre qui apparut sur mon compte en banque semblait irréel, 10 millions de dollars. Je le fixais longtemps. 10 millions. Mes parents avaient donné 80 000 à ma sœur. Les mathématiques avaient un drôle de sens. Je vivais toujours dans le même appartement simple. Je conduisais encore ma Honda vieille de 10 ans. Je travaillais toujours, mais j'étais fatigué. Pas du travail de la ville. Fatigué du bruit, fatigué de me sentir encore enfermé dans cette petite pièce aux murs de briques. Je n'avais jamais cherché ma famille. Je n'avais jamais tapé leur nom. Mais Internet est étrange. Un jour, alors que j'étais sur les réseaux sociaux pour le travail, une suggestion apparut, une personne que vous pourriez connaître. C'était ma tante. Son profil était public. J'ai cliqué. Je ne sais pas pourquoi. C'était un mur de photos de Chloé. Chloé à Paris. Chloé lors d'un vernissage. Chloé tenant une coupe de champagne. Les légendes étaient pleines d'éloges. Notre belle artiste. La nouvelle œuvre incroyable de Chloé. Elle vit son rêve à Paris. Je regardais les photos. Chloé avait l'air heureuse. Elle portait des vêtements coûteux. Elle souriait. Je lus les commentaires. Ma mère avait écrit sous chacune des publications, « C'est notre fille, une vraie meneuse. Tellement fière. Elle a tellement de talent. Elle a tout mérité. » Je contemplais ce livre de vanité, cette vie de rêve qu'ils avaient achetée. Je ne ressentis rien. C'était comme regarder des étrangers. Les 80 000 dollars leur avaient acheté une histoire. Une histoire à raconter à leurs amis. Je fermais la page. Je bloquais le nom de ma tante. Ce soir-là, j'allais en ligne. Je regardais des maisons. Je ne voulais pas une maison pour faire la fête, ni un manoir vide à exhiber. Je voulais une forteresse. Un endroit qui m'appartiendrait, sûr et silencieux. Je voulais de l'eau. Je trouvais une maison à Médina, au bord du lac. Cachée par les arbres, faite de verre, de bois sombre et de lignes nettes. C'était une maison à 5 millions de dollars. Le lendemain, j'appelai l'agent immobilier. J'aimerais visiter la maison au bord du lac, dis-je. Elle me rejoignit sur place. Elle regarda ma vieille voiture, mes vêtements simples. Elle ne fut pas impressionnée. C'est une propriété très importante, dit-elle, comme si je ne pouvais pas me le permettre. Je sais, répondis-je. Je la prends. Son visage changea. Vous voulez faire une offre? Non, dis-je. Je veux l'acheter. Je ne pris aucun prêt. Aucun garant. Le nom de mon père ne figurait sur aucun papier. Je payais comptant. Mon nom était le seul. Les mains de l'agente tremblaient quand je signais les documents. Le jour où je reçus les clés, j'entrai dans la maison. Elle était vide. Le sol en pierre sombre. Le mur principal du salon, une immense vitre de 6 mètres donnant sur le lac Washington. Le silence y était immense. Pas le silence froid et vide de mon enfance, un silence profond, riche, paisible. C'était le son de la sécurité. Le son de mon propre monde. Je n'avais qu'une boîte, contenant mes rares objets personnels. Je l'avais portée depuis mon minuscule appartement. Je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait un cadre noir bon marché avec l'article de journal. Ingénieuse. C'était ma première preuve. En dessous, il y avait autre chose, mon ancien laissez-passer d'autobus scolaire, celui du lycée, celui qu'il m'avait donné à la place d'une voiture, celui qui devait forger le caractère. Il était froissé, délavé. Je regardais l'article, c'était la preuve que j'étais intelligente. Je regardais le laissez-passer, c'était la preuve du pourquoi. Le symbole du problème. Les matins glacés, la pluie, la colère, le besoin de tracer une meilleure route. Je pris le cadre bon marché. J'en retirai l'article. Je le pliai soigneusement et le rangeai dans un tiroir. Il avait accompli sa tâche. Puis je pris le laissez-passer. J'avais un nouveau cadre, en verre flottant, élégant et cher. J'y plaçai doucement le vieux titre froissé et l'accrochai au mur, mon mur à 5 millions de dollars. C'était la seule chose accrochée là. Elle paraissait minuscule,
mais c'était l'objet le plus lourd de la maison. En dessous, j'avais fait graver une petite plaque de laiton. De meilleures racines, de meilleurs chemins. Il m'avait donné de mauvaises racines, des racines de négligence et de colère. Alors je les avais arrachées et j'avais construit les miennes. Et mon algorithme, celui qui avait payé cette maison, ne parlait que de ça, trouver de meilleurs chemins. Je restais debout devant le laissez-passer. Je n'avais aucune dette. Aucun garant. Rien d'autre que mon nom. Je n'avais plus de parents. J'avais une maison bâtie sur la colère et le code, et elle m'appartenait. 4 années passèrent. Ma vie était calme. J'avais 31 ans. J'étais directrice technique. J'étais riche. Ma forteresse était achevée. Elle était sûre. Je ne sortais avec personne. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Il y avait Nathan, mais c'était mon associé, pas plus. J'étais seule, mais je n'étais pas solitaire. J'étais organisée. Ma vie fonctionnait comme un système parfaitement réglé. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma famille depuis 13 ans. Ils étaient devenus des fantômes. Une histoire que je me racontais parfois. Des données corrompues que j'avais supprimées. Je pensais ne jamais les revoir. Et cela ne me faisait rien. Un mardi après-midi, j'étais dans mon bureau, chez moi, face au lac. L'eau était calme. Mon téléphone personnel sonna. Numéro inconnu. Je ne réponds presque jamais aux numéros inconnus. Tous mes appels professionnels passent par une autre ligne. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché. Je l'ai simplement fait. Allô ? Silence. Juste une respiration de l'autre côté. Allô ? Ai-je répété, irrité. Puis une voix. Une voix que je connaissais. Une voix que j'avais enterrée. C'est bien. Elle prononça mon nom. C'était Chloé. Mon sang se glaça. Ce n'était pas la voix forte, rieuse, confiante que je me rappelais du restaurant. Celle-ci était fine, tremblante, pleine de larmes. Chloé, dis-je d'un ton neutre. Ni chaud, ni froid. Mon Dieu, tu as décroché ? Tu as vraiment décroché ? Sanglota-t-elle. Je ne répondis pas. Je suis à Seattle, dit-elle d'une voix brisée. Je suis dehors. Je suis devant ton portail. Je tournai les yeux vers l'écran de sécurité posé sur mon bureau. Une petite voiture cabossée était garée sur la route, au bout de mon allée. À côté, une femme tenait un téléphone. Elle paraissait minuscule. « Comment as-tu trouvé mon adresse ? » demandai-je. « J'ai cherché ta société. J'ai vu ton nom. J'ai vu que tu étais à Seattle. J'ai juste trouvé cette adresse. Le nom sur le portail, Brox. Je n'y croyais pas, Elle parlait vite, de manière confuse. Puis soudain, sa voix changea. « Comment tu as cette maison ? » demanda-t-elle. Le ton n'était plus admiratif, mais chargé de colère. « Comment tu vis ici ? » C'est un manoir. Comment t'as eu ça ? Toi. Le mot resta suspendu. Toi. La perte de temps. Le passe-temps. Le mauvais investissement. Je dois y aller, Chloé, dis-je. Non, attends. S'écria-t-elle. S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin d'aide. Papa et maman, ce n'est pas bon. Le truc à Paris, ça n'a pas marché. Et les 80 000 $? Demandai-je froidement. C'est fini, depuis longtemps. Paris coûte si cher. Le monde de l'art, c'est que des relations. Ils n'ont jamais compris. Ils m'ont coupé. J'ai dû rentrer. Je vis avec eux. C'est affreux. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Je pensais à son rire, moqueur. Tu parles encore de cette stupide appli de bus ? Je pensais à ma mère, tu ne mérites pas d'aide. Non, dis-je simplement. Je suis ta sœur. Supplia-t-elle. Tu es une étrangère, répondis-je. Je raccrochai. Ma main ne tremblait pas. J'ouvris mes contacts et bloquai son numéro. Sur l'écran de sécurité, je la vis gesticuler, crier dans son téléphone,
frappait sa voiture du poing. La fille à qui on avait tout donné remonta dans sa vieille voiture cabossée et partit. Je retournai travailler. 3 jours plus tard, une lettre arriva. Dans ma boîte aux lettres, tout au bout de l'allée. L'enveloppe était en papier blanc bon marché, le timbre collé de travers. L'écriture était celle de ma mère. Chloé lui avait donné mon adresse. Je la pris, rentrai dans ma cuisine, une cuisine plus grande que mon premier appartement, et l'ouvris. Chère fille. Je ris, d'un rire sec. Fille. C'était merveilleux d'apprendre par Chloé que tu es de retour à Seattle. Nous n'en savions rien. Pourquoi ne pas nous avoir dit que tu réussissais si bien? Nous sommes si fiers de toi. Je relus la phrase. Nous sommes si fiers de toi. Ils étaient fiers de la maison. Fiers de l'argent. Jamais de moi. C'est une si belle maison, nous a dit Chloé. C'est si agréable de voir que tout ton travail dans l'informatique a porté ses fruits. Nous avons toujours su que tu avais un esprit pratique. Ton père et moi avons tellement manqué de toi. Un mensonge. Un simple, stupide mensonge. Ils avaient traité mon travail de passe-temps inutile. Maintenant, ils réécrivaient l'histoire. Ces dernières années ont été difficiles. Comme tu le sais, nous avons tant donné pour aider Chloé à réaliser son rêve, et le monde de l'art est si cruel. Les choses sont serrées. Ton père a besoin d'aide pour le toit. C'est une réparation très chère. Nous espérions que tu pourrais nous aider. Et voilà. La transaction. Je n'étais pas une fille. Je n'étais qu'une source de fonds. J'étais devenue une solution. Une banque. La famille soutient la famille. Cette phrase. La même qu'ils avaient utilisée pour donner à Chloé tout ce qu'elle voulait. Et maintenant, ils l'utilisaient contre moi. Moi, celle qui n'avait jamais vraiment fait partie de la famille. Nous serions si heureux de te voir. Viens dîner. Tu nous manques. Nous t'aimons. Je relus la lettre une fois de plus. Chaque mot était un mensonge. Nous sommes fiers. Nous l'avons toujours su. La famille soutient la famille. Nous t'aimons. Ce n'était qu'une transaction. Ils m'avaient appelé un mauvais investissement. Maintenant, leur investissement avait échoué. Chloé avait échoué. Et ils avaient vu ma maison, mon entreprise, mon succès. Ils avaient vu le rendement. Et ils étaient venus réclamer leur part. Je pliai la lettre avec soin. Je ne la déchirai pas. Je ne la brûlai pas. Ce serait une réaction émotionnelle. Et je n'étais pas émotive. J'étais un système. C'était une donnée corrompue. Je marchai jusqu'à la poubelle à compost. Je laissai tomber la lettre à l'intérieur. Elle atterrit sur du marc de café. Je me lavai les mains. La connexion était coupée. La requête, refusée. Je ne ressentis rien. C'était simplement terminé. Quelques mois passèrent. L'hiver fut froid et gris. Un jour, je reçus une invitation, on me demandait d'être l'oratrice principale du Seattle Education Gala. Un grand événement de charité, très formel, organisé pour lever des fonds destinés à des bourses STEM sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Des bourses pour des enfants comme moi, des enfants qui aimaient le code, qu'on avait traités de rêveurs, qu'on avait dit avoir un simple passe-temps. D'habitude, je refusais ce genre de choses. Je détestais parler en public. Je détestais les projecteurs, les conversations vides. Mais cette fois, c'était différent. Oui, ai-je dit. J'y serai. Ma société, Wayfinder Lab, devint un des principaux sponsors de l'événement. Le soir du gala, je m'habillai. Une robe simple, sombre, chère. Aucune bijouterie. Mon apparence était nette, précise, froide. Je pris ma voiture et me rendis seule dans la grande salle du centre-ville. Elle était pleine de monde, des riches, des familles de l'ancienne bourgeoisie de Seattle, des nouveaux fortunés de la tech. Nathan était à la table d'honneur. Il m'avait gardé une place. « Tu as l'air nerveuse, dit-il. »« Pas du tout, répondis-je. Je suis concentrée. » Je regardais la foule. Les tables rondes brillaient sous les chandeliers. Les gens dînaient,
riaient, bavardaient. Et puis je les vis. Tout au fond, près de la cuisine. Mes parents. Je me figeai. Comment? Pourquoi étaient-ils là? Ils avaient dû acheter des billets. Ils avaient appris que je prendrais la parole. Ils étaient venus. Ma mère portait une vieille robe bleue, trop voyante. Mon père, un costume mal ajusté. Il me fixait. Quand nos regards se croisèrent, ma mère me fit un signe de la main. Un petit geste fier, comme si elle avait sa place ici. Comme si j'étais sa fille. Mon père hocha la tête. Lentement, fièrement. Ils essayaient de me réclamer, là, en public. Ils croyaient que cette lettre, ce faux nous t'aimons avait fonctionné. Ils étaient là pour l'argent du toit. Le froid, la glace dure et tranchante qui avait bâti ma vie, remplit ma poitrine. Je ne fis pas signe en retour. Je ne souris pas. Je les regardais comme s'ils étaient transparents. Le sourire de ma mère s'effaça. Après le dîner, ce fut l'heure des discours. Nathan monta le premier sur scène. Et maintenant, dit-il, c'est un immense honneur pour moi de présenter l'architecte de notre réussite. La femme dont l'esprit a bâti notre entreprise tout entière, ma partenaire et notre directrice technique. Il prononça mon nom. La salle applaudit. Je me levai. Je marchai jusqu'à la scène. Les projecteurs étaient brûlants, si forts que je distinguais à peine la foule. Mais je les voyais, eux. Leurs deux petits visages gris, tout au fond, fixés sur moi. Je me tins au pupitre. J'ajustai le micro. J'avais un discours. Écrit, révisé, professionnel. Il parlait de technologie. Je regardais la feuille. Puis je les regardai. Et je la poussai de côté. Bonsoir, dis-je. Ma voix était calme. Stable. Elle remplit tout le ballroom. Ce soir, je ne vais pas parler de logistique. Le silence tomba. Je suis ici pour parler d'investissement. Je vis mon père se pencher légèrement. Ce mot investissement c'était le sien. Nous sommes ici ce soir pour investir dans la prochaine génération. Pour soutenir des étudiants passionnés, mais qui n'ont pas les moyens. Je crois profondément au soutien. Je crois qu'il faut donner une chance, parce que je sais ce que ça fait de ne pas en avoir. Ma voix était ferme, claire. Je sais ce que c'est que d'avoir une passion, de vouloir construire quelque chose, et d'entendre ceux qui devraient vous encourager dire que ce n'est qu'un passe-temps. Je vis ma mère tressaillir. À peine. Je sais ce que c'est d'entendre que votre travail ne vaut rien. Que votre existence est un mauvais investissement. Le visage de mon père devint livide, figé comme la pierre. Et je sais aussi ce que c'est que de s'asseoir à une table et d'entendre qu'on ne mérite aucune aide. La salle entière se tut. On aurait pu entendre une épingle tomber. Je les regardais droit dans les yeux. Ma mère. Mon père. Ils étaient pétrifiés. Ils savaient. Mon entreprise, Wayfinder Lab, a été bâtie sur un passe-temps. Nous avons été construits par un mauvais investissement. Et ce soir, nous faisons un nouvel investissement. Je marquai une pause. Nous lançons une nouvelle bourse. Elle est destinée aux jeunes femmes de cette ville qui aiment les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Celles à qui l'on a dit que leur passion était une perte de temps. Nous voulons les trouver. Nous voulons les aider. Je me tournai. Sur scène se trouvait un chèque géant, de ceux qu'on utilise pour les photos. Ce soir, annonçai-je, je fais un don personnel de 80 000 $ pour les jeunes femmes à qui l'on a dit qu'elles ne méritaient pas d'aide. 80 000 $. Leur nombre. Les applaudissements éclatèrent, tonitruants, assourdissants. La salle entière se leva. Les gens criaient, acclamaient. Je les regardai. Ma mère, figée. La bouche entr'ouverte, le visage pâle. Mon père, blême. Il semblait malade. Il fixait le chèque, le montant, 80 000 $. Le prix de Chloé. Le prix de leur bon investissement. Et je venais de le donner. Pas à eux, à des inconnus. À des filles comme moi. J'avais pris leur rejet, leur chiffre exact, et je l'avais transformé en pouvoir. En espoir pour quelqu'un d'autre.
Sous les lumières brûlantes, le chèque brillait. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était de la justice poétique. Je l'ai regardé une dernière fois. Je souris un petit sourire froid, tranquille. La transaction était terminée. J'étais libre. Je ne restais pas pour la fin du gala. Je ne leur parlais pas. Je descendis de scène, traversai les applaudissements et sortis par la porte latérale. Je ne rentrais pas seul. Je rentrais avec Logan. Je l'avais rencontré 1 an plus tôt. Il ne travaillait pas dans la tech. Il n'était pas riche. Il était architecte paysagiste. Il dessinait des parcs. Il construisait avec ses mains. Il travaillait avec la terre, les arbres, l'eau. Il était calme. Il était gentil. Stable. Le premier être humain que j'ai jamais rencontré qui ne voulait rien de moi. Il se moquait que je sois CTO. Il se moquait de ma maison. Il ne posait pas de questions sur ma famille. Il m'aimait simplement. C'était le premier que j'avais laissé entrer dans ma forteresse. Il était nouveau. Il était un système que je ne comprenais pas encore. Mais j'apprenais. Nous rentrâmes ensemble dans ma maison au bord du lac. Nous ne parlâmes pas du discours. J'enlevai mes talons. Il me prépara du thé. Nous nous assîmes dans le noir, face à l'eau. Je me sentais vide, mais pas d'un vide triste, un vide propre, comme un verre qu'on vient de rincer. Le combat était terminé. J'avais passé 13 ans à être en colère, à me battre, à avancer. Et maintenant, c'était fini. J'avais gagné. Mais je n'avais pas envie de célébrer. Seulement de me taire. Le lendemain matin, je me réveillai. La pluie tapotait les grandes vitres de la maison. Un rythme doux, régulier. Toute mon enfance, le son de la pluie avait été celui du froid. Celui de l'arrêt de bus, seul. Celui de mon manteau trempé. Le son d'un oubli. Le son de la tristesse. Mais ce matin-là, c'était juste la pluie. Logan était déjà debout. Il était dans la cuisine. J'entendais le léger bruit du café en train d'être préparé. L'odeur, riche et chaude, emplissait la pièce. Je restais près de la fenêtre, pieds nus sur le sol de pierre, frais sous mes pieds. Je regardais la pluie tomber sur le lac. Je pensais à mes parents. Je pensais à la soirée de gala. Je revoyais l'expression sur leur visage. J'avais prouvé qu'ils avaient eu tort. J'avais gagné. J'avais démontré que leur mauvais investissement était en réalité la meilleure chose qu'ils aient jamais eue. Et je leur avais montré qu'ils ne pouvaient pas le posséder. Ma famille m'avait appris une leçon, que l'amour devait se mériter. Qu'il était une transaction, un prix à conquérir. Il fallait gagner. Il fallait être un bon rendement, un bon investissement. J'avais passé ma vie entière à essayer de triompher à leur jeu. Et j'avais tellement bien réussi que je les avais anéantis. Mais en regardant la pluie tomber ce matin-là, j'ai compris que je ne me souciais plus de ce jeu. Je ne me souciais plus de gagner. La victoire me paraissait vide. La revanche, nécessaire mais triste. C'était la fin d'une très longue, très froide histoire. Logan s'approcha derrière moi, silencieux. Il me tendit une tasse de café chaud. Il ne dit pas tu as été incroyable. Il ne demanda pas ça va? Il resta simplement là, à mes côtés. Il passa un bras autour de ma taille. Nous restâmes ainsi, à regarder la pluie. Il était chaud, stable, réel. Il n'était pas un investissement. Il n'était pas une transaction. Il était juste là. Et il ne partirait pas. Il m'aimait. Pas pour mon argent, pas pour mon esprit. Il m'aimait simplement. C'était une langue que je ne connaissais pas, mais que j'apprenais. Ma famille m'avait appris que l'amour devait être gagné. Mais là, en regardant l'eau et en écoutant la pluie, j'apprenais que la paix n'avait pas besoin d'être conquise. La paix n'était pas une victoire. Ce n'était pas un combat. C'était cela, une tasse chaude, une maison sûre, un matin tranquille. Aujourd'hui, lorsque la pluie frappe la fenêtre, elle ne sonne plus comme la tristesse. Elle ne ressemble plus au froid d'un arrêt de bus. Elle ressemble à des applaudissements. Des applaudissements doux, discrets, juste pour moi. C'est le son de ma vie.
Le son de la preuve non pas pour eux, mais pour moi. La preuve que j'étais là. Que j'étais réel. Et que j'étais, enfin, en paix.